Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Bel et Bien. Aujourd'hui, on vous parle de vacances car... Voilà l'été, oui l'été approche, il est donc temps de penser à la coupure estivale. Il dit même grand temps. On vous livre la recette du bonheur, de ne rien faire d'autre, si ce n'est prendre du plaisir en lisant, en marchant, en invitant des amis ou en faisant l'amour. Alors que vous soyez plutôt mer, montagne ou campagne, on détaille ensemble les nombreux bienfaits de l'été et surtout, on vous explique comment bien s'y préparer dans son corps et dans sa tête. Et pour nous aider dans cette mission, l'équipe de Bel et Bien, notre expert Christophe André, mais aussi nos chroniqueurs Elsa Wolinski, Marie-Treille Stéphanie, Stan Gusman et André Manoukian qui va nous parler des tubes de l'été. Et en bonus, Chico et les Gypsies pour un medley de malades de leur plus grand tube. Ça, c'est l'été. Sans oublier notre envoyé spécial Sarah Cadour en duplex pour vous présenter les tout nouveaux soins pour préparer votre peau, vos cheveux, votre ventre, vos jambes, votre foie, votre estomac, votre pancréas à l'été. Mais en attendant, découvrons ensemble le programme de votre magazine Bien-être. Pour accompagner Christophe André, nous recevrons le professeur de psychologie Philippe Gabillier. Cet optimiste convaincu nous fait prendre conscience que l'été est la période de tous les possibles. L'occasion de se réaliser pleinement. Un seul mot d'ordre selon lui, de l'audace et encore de l'audace. On vous offre aussi un duel au sommet entre mer et montagne. Alors quelle est la meilleure destination bien-être pour se ressourcer l'été? Vous allez être surpris. Enfin, on vous parle du plus fidèle compagnon de l'été, le roman de plage, avec les témoignages de l'autrice de best-seller Aurélie Vallogne, qui nous raconte sa passion de l'écriture. C'est une passion qui l'a toujours habitée. Ma grand-mère a retrouvé une carte postale où je lui avais écrit à 6 ans « Ça y est mémé, j'ai trouvé, quand je serai grande, je serai écrivain ». Vraiment, je pense qu'on est ce qu'on lit, avant même de « est-ce qu'on mange ?» Mais vraiment, les livres m'ont construite. Salut les amis. Salut comment Alors Stan, on commence avec vous, avec l'une des plus grandes injonctions faites aux femmes à l'approche de l'été, c'est le tour du monde en 80 secondes. Oui Ali, et exceptionnellement pour ce tour du monde, on va d'abord rester chez nous. Allez, on fait un petit demi-tour, on reste sur le sol français pour parler de cette angoisse qui hante essentiellement les femmes. Sitôt qu'une hirondelle annonce le printemps, je parle bien sûr du summer body. Avec les beaux jours, ce corps que l'on a caché tout l'hiver sur ce gros pull en laine se trouve fort dévêtu quand le soleil est venu, avec la peur de l'exposer aux yeux de tous. Et vous êtes nombreuses alors, comme Agathe, à vous dire, Agathe... Mais comment vais-je me débarrasser de cette tartiflette, de ce bourrelet avec la tartiflette dedans? Que voulez-vous, le summer body est un tyran qui blesse à la fois l'estime de soi et ce corps que l'on martyrise à grands coups de régime drastique. Un dictat qui remonte aux années 20, car avant-guerre, apprenez-le, la mode est encore aux femmes girondes et ces articles de presse féminine américaine invitent les jeunes femmes à prendre du poids. Je vous jure, jugez plutôt. Les filles minces ne sont pas glamour, comment avoir des formes généreuses? Il y en a un autre, regardez ça. Si tu veux être populaire, tu ne peux pas être mince. Et mon préféré arrive. Les garçons ne me regardent pas si je suis mince, mais j'ai gagné 5 kilos et depuis, tous les hommes sont à mes pieds. Hélas, les canons de beauté changent à partir des années 30. La faute à qui? À la presse féminine, bien sûr. La taille se resserre et les premières injonctions au summer body telles que nous les connaissons apparaissent comme dans cette double page du magazine Votre Beauté. On vous y apprend que pour être désirable, il faut être mince, tout en ayant une poitrine généreuse et des rides non brillantes. On y découvre aussi les proportions idéales du corps parfait, à savoir une taille d'1,68 m pour un poids de 58 kg maximum, avec un tour de poitrine de 88 cm. Mais tout va réellement s'accélérer dans les années 50, avec l'avènement des magazines comme Elle, Marie-Claire ou Marie-France, qui nous offrent des unes comme celle-ci, où l'on vous explique déjà comment maigrir avant l'été. Et en les feuilletant, on s'aperçoit que rien n'a vraiment changé. On y retrouve toutes les rubriques culpabilisantes, comme cette une sur comment choisir sa tenue de plage avec les 34 maillots de bain pour, je cite, «
tous les formats. Voilà, on apprécie le mot format. Dans Marie-Claire, il y a déjà les fameux avant-après retouchés qui vous promettent de devenir belle en 8 jours, bien sûr. Toujours dans le même titre, si vous êtes trop grosse, on vous explique comment perdre votre graisse superflue. On fait également la promotion des cures amincissantes ou de raffermissement de la peau à base de pilules, car je cite, ce que la nature ne vous a pas donné, la science peut vous le procurer. Enfin, dans Marie-France, c'est l'avènement des régimes miracles qui vous font perdre 43 kilos en 3 jours, le tout sans effort. Une tendance dont se moquent déjà en 1959 Pierre Tcherna et Jacques Fabry en nous donnant la recette d'un régime minceur révolutionnaire. Regardez. Le régime du docteur Poiret, voilà ce que c'est. C'est un régime, tu as sur ta table tout ce que tu veux. Tous les mets que tu veux, tous les menus que tu veux, tous les plats que tu veux, seulement. Ils sont tous fabriqués avec des ingrédients en voie de décomposition. Ah, c'est intéressant ça. Hein. Du fromage avancé, du poisson avarié, des choses comme ça. Alors par exemple, on t'emmène un beau mironton fait avec du bœuf pourri, eh ben c'est immangeable. Ouais, c'est intéressant ça. Je vais essayer ça un jour. Alors même si on se moque déjà à l'époque de ces régimes, l'injonction au summer body est là. Christophe, pourquoi c'est terrible pour les femmes, cette injonction ? Parce que d'abord, il y a les injonctions directes, maigrissez, soyez minces, etc. Et puis, il y a les injonctions indirectes. C'est-à-dire, chaque fois qu'on voit sur une couverture de magazine un corps parfait, évidemment, on se compare, notre cerveau compare. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'autrefois, on se comparait aussi, mais avec qui ? Avec sa voisine de palier, avec sa sœur, avec ses collègues de travail. Donc, ça allait à peu près. Il y avait rarement des tonnes de top modèles autour de nous. Et aujourd'hui, on se compare avec les top modèles des magazines qui sont ce qui se fait de mieux sur la planète. Donc, évidemment, on est toujours perdant, d'où trouble de l'estime de soi, insatisfaction, etc., etc. Heureusement, Christophe, les choses commencent enfin à changer depuis quelques années grâce aux réseaux sociaux qui font la promotion du body positive, ce mouvement décomplexant de libération du corps des femmes né aux États-Unis. C'est notre destination, on y va. Un mouvement qui fait du bien à l'approche de l'été, alors on en profite. Et l'ambassadrice du body positive, c'est elle, la pulpeuse et sublime Ashley Graham, première mannequin grande taille à avoir fait la couverture des plus grands magazines de mode féminin. Elle s'affiche sans complexe avec ses rondeurs et les imperfections de son corps sur les réseaux sociaux et n'hésite pas à défiler fièrement sur les plus grands catwalks du monde entier. Devenue coach personnel, elle dispense aujourd'hui ses conseils à toutes les femmes qui se sentent mal dans leur peau, un véritable modèle. C'est magnifique. Tu aimes ce cliché ? J'aime beaucoup. Je vois rarement des femmes comme moi posées dans ce genre de lingerie. Oui, c'est parce que nous sommes très peu représentés. Grâce à elle, de nombreuses stars américaines osent désormais poser sans retouche, comme la pop star Selena Gomez, comme ici pour une marque de maillot de bain. Toujours dans son sillon, des mannequins internationales comme la sublime Sarah Sampaio démystifient le rôle des poses sur les réseaux sociaux en montrant comment la mise en scène influence la perception du corps. Ce que propose également l'influenceuse star Dana Mercer qui montre à ses millions d'abonnés que derrière la photo parfaite postée sur les réseaux se cachent des vergetures, des rides et des bourrelets. Et comment ne pas faire un point, Céleste Barber qui adore tourner en dérision les influenceuses qui font l'apologie du corps parfait à la plage. Et comme c'est savoureux, on en profite encore un peu. Alors ces femmes inspirantes aident les autres à vaincre leurs complexes et depuis les magazines féminins évoluent avec ce genre de couverture qu'on peut voir. Alors Christophe, est-ce qu'on peut dire que le summer body est en voie d'extinction et quels conseils vous donneriez aux femmes pour accepter leur corps à l'approche de l'été ? Je dirais que ça, c'est très sain ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'on encourage les femmes, mais on pourrait parler des hommes aussi, les hommes commencent à avoir la pression, à plutôt se sentir bien que donner une apparence parfaite. C'est un peu comme si vous devez acheter un canapé. Est-ce que vous allez le choisir pour le look ou est-ce que vous allez d'abord vous asseoir dedans, vous dire « Ah, là, je suis bien, alors s'il pouvait être aussi beau, ça serait parfait. » Le corps, c'est pareil. Mincir, être bronzé, toutes ces choses-là, c'est super si ça nous permet de nous sentir bien. Mais jusqu'où mincir, jusqu'où être bronzé, c'est pas ça l'objectif prioritaire. C'est l'être plutôt que le paraître que prônent ces couvertures. Et ça, c'est vraiment chouette. Merci Stan. Il est temps d'ouvrir notre dossier du jour sur les bienfaits de l'été. Alors, je ne sais pas vous, mais l'été, j'aime vraiment ne rien faire, farniente, ne pas en ficher une, se prélasser, ne pas penser au lendemain, laisser couler le flux de la vie, faire la sieste, buller dans l'eau jusqu'à plus soif, sans aucun complexe, ne rien programmer à l'avance. C'est tellement bon de se foutre la paix. Bon.
C'est pas totalement vrai, car l'été, c'est le moment où, comme beaucoup, je me reconnecte à mon corps en marchant en forêt, en montagne, en bord de mer, mais alors sans aucune obligation, juste... Le plaisir également de se gaver de fruits, de légumes de saison, tomates, courgettes, melons, abricots, mais également des beignets, des chichis, des crèmes glacées et sans complexe. Ce matin, on vous délivre une ordonnance zéro culpabilité pour profiter de l'art de ne presque rien faire sans modération. Et qui de mieux placé pour nous parler des délices du soleil que Brigitte Bardot dans sa célèbre villa de Saint-Tropez à la Madrague. Nous sommes en 1983. Bonjour, entrez. Une madrague, d'abord, c'est ma maison. Ensuite, ce sont des hauts fonds, des rochers à fleur d'eau et aussi des grands filets de pêche. J'adore le confort, j'adore la chaleur, j'adore les jolies lumières et les ambiances chaudes. Je crois que le cadre dans lequel on vit ressemble à la personne qui vit dedans. En tout cas, moi, je ressemble à mes maisons. Ma madrague, je viens dormir avec elle tous les soirs. Christophe, vous confirmez que le soleil embellit la vie quotidienne. Est-ce que, comme le dit Charles Aznavour, il me semble que la misère serait moins pénible au soleil? Oui. Médicalement, on sait que le soleil améliore l'humeur, nous donne des émotions positives, d'où la luminothérapie dans certains cas de dépression. Il améliore aussi, c'est plus étonnant, les gens le savent moins, la coopération, l'envie d'échanger avec les autres, l'envie de socialiser. Il nous permet aussi de synthétiser la vitamine D, qui est une vitamine qui stimule notamment l'immunité. Donc, il a beaucoup d'avantages. C'est presque un médicament. Certains soignants disent d'ailleurs que autrefois, on faisait des cures de soleil. On envoyait les tuberculeux à la montagne, s'exposer au soleil, etc. Et comme tous les médicaments, il y a aussi une question de posologie. Il ne faut pas en abuser pour la peau, pour les yeux, etc. Exactement, le soleil, il faut l'utiliser avec précaution parce qu'il peut être dangereux pour notre peau. Et pour nous expliquer comment bien la préparer, cette peau à l'été, nous retrouvons Sarah Cadour en duplex depuis un centre de dermatologie. Sarah, je crois que vous êtes sur la fin de votre traitement, vous. Alors, docteur, quels sont les bienfaits de ce soin sur la peau ? Alors, ce soin combine les bienfaits de la microdermabrasion, c'est-à-dire une exfoliation des couches superficielles de l'épiderme, et une infusion d'acide salicylique qui va hydrater votre peau de l'intérieur et en profondeur. Et ce sont nos patientes qui viennent faire ce soin très souvent avant de partir en vacances pour avoir une jolie peau pendant les vacances. Justement, on connaît les méfaits du soleil sur la peau. Comment on choisit une bonne crème solaire, docteur ? C'est très important. On l'a choisi en fonction de 2 critères essentiellement. Ce qu'on appelle le phototype, c'est-à-dire la couleur de votre peau et la capacité que vous avez à brunir au soleil, et en fonction de votre destination. C'est-à-dire que vous n'allez pas, vous, Sarah, utiliser la même crème que quelqu'un qui est roux et qui va partir sous les tropiques. Alors moi, dès que j'arrive à la plage, je mets ma crème solaire, peut-être 5 minutes après. Est-ce que c'est le bon geste ? Non, l'idéal, c'est de mettre sa crème 20 minutes avant l'exposition solaire. Elle commence à être efficace au bout de 20 minutes quand la crème imprègne les couches profondes de l'épiderme. Petite question à part, même crème pour le visage et le corps ? Alors, il faut regarder sur le tube. La crème peut être visage et corps. À ce moment-là, elle a été testée non comédogène. Très bien, bien, le soin touche à sa fin. Qu'est-ce qu'il y a dans ce petit tube ? C'est toutes mes impuretés, c'est ça ? Ben voilà, regardez Sarah, c'est ce que vous aviez sur la peau. Regardez, venez. Oui, j'avais du lait, on va dire, du lait mousseux sous ma peau. Eh bien, ma peau est prête, on peut le dire, pour l'été ? Ben, je vous souhaite de bonnes vacances. Merci. Merci Sarah, et attention, on peut vous faire intervenir à tout moment, sachez-le. Alors aujourd'hui, avec 5 semaines de congés payés, le repos estival est presque accessible à tous, mais ce ne fut toujours pas le cas. Retour sur cette longue lutte sociale avec Stan Gusman. On a l'habitude d'attribuer l'invention des grandes vacances, les bouchons sur la Nationale 7 et les plages bondées de monde au Front populaire de Léon Blum qui fit voter les congés payés en 1936. Mais sachez que chez nous, les vacances d'été existent depuis bien plus longtemps. Au Moyen-Âge déjà, on s'accordait de nombreux jours de repos. Mais pourquoi faire ? Pour profiter d'un spring break à Cancun ou aller clubber à Ibiza ? Oh que non ! Pour prier, se recueillir. Certaines années, l'église pouvait même déclarer plus de jours chômés que de jours travaillés. Et si vous aviez envie d'un road trip à l'étranger, les tours opérateurs de l'époque vous proposaient les très festifs pèlerinages et autres croisades à destination de Compostelle, Tours ou Jérusalem. C'est la fête! Mais ceux qui ont réellement inventé la notion moderne de vacances faites de tourisme et de farniente, ce sont nos amis, les Anglais.
Faut dire que le climat et la boue britannique les ont toujours invités à partir loin. Et c'est pourquoi au 19e siècle, les lords britanniques, vantant les vertus thérapeutiques des bains de mer méditerranéens, s'installent dans de somptueuses villas à Nice, le long d'une promenade qui porte désormais leur nom. Avant de s'installer d'ailleurs sur toute la Riviera, ils seront imités par toute l'aristocratie européenne qui fera du sud de la France la première destination touristique du monde. C'est l'avènement chez nous des stations balnéaires qui pullulent tout au long de notre littoral sous l'impulsion de Napoléon III. Le Second Empire crée d'abord Biarritz, destination préférée de l'impératrice Eugénie, mais aussi Deauville sur la côte normande ou encore Vichy en Auvergne. Dès lors, la France se passionne pour les vacances. Début 20e, la Troisième République instaure pour les étudiants les grandes vacances qui s'étalent du 15 juillet au 9 septembre pour s'amuser. Pensez-vous, avant tout pour que les élèves puissent aider leurs familles au champ lors des récoltes. Rassurez-vous pour eux, l'État français a un cœur et offre alors des colonies de vacances aux écoliers les plus modestes. Et ça y est, nous revoilà la fameuse loi de 1936 qui accorde à tous les travailleurs 2 semaines de congés payés par leur employeur. Ça tombe bien, l'automobile devient abordable et le guide Michelin publie depuis 1900 ses meilleures tables sur la route des vacances. Le chemin de fer se démocratise avec la création du billet populaire qui permet à chaque famille d'obtenir moins 40% sur ses trajets. Et ainsi, les grandes vacances se popularisent tant et si bien qu'après-guerre, le tourisme de masse se développe. Destination la mer, un plaisir rendu accessible à tous grâce au caravaning et au camping et dont le succès ne s'est depuis jamais démenti, n'est-ce pas Patrick? Et la folie des vacances estivales ne fait que commencer. En 1956, les Français obtiennent 1 semaine de congés payés supplémentaires, puis 2 de plus en 1969, soit 4 semaines et vous m'en mettrez une 5e sous Mitterrand. Et avec ceci, les 35 heures sous Jospin, puis les RTT et les indemnités compensatoires sur le compte épargne-temps indexé sur le degré de pénibilité travail au regard des points cumulatifs de la retraite anticipée, exception faite du régime préférentiel de la fonction publique. Stop! Bref, à force d'avancées sociales, on peut désormais prendre congé longtemps, qui plus est n'importe où sur la planète, comme en atteste la publication du premier guide du routard dès 1973. Alors maintenant qu'on a le loisir de prendre de très grandes vacances, quelle en serait la formule et la durée idéale pour profiter pleinement de l'été? Existe-t-il une formule magique? C'est la question à 100 000 € que nous allons poser à Christophe André. Alors Christophe, quelle est la durée idéale des vacances l'été? 4 mois, pour ce qui me Non. concerne. Ouais, en réalité, on n'a pas d'études, on sait seulement comment ça se passe. En gros, il y a 3 phases dans les vacances. Il y a atterrissage dans les vacances, c'est-à-dire débrancher le logiciel, boulot, efficacité, rendement, contrôle. Savourer les vacances, c'est-à-dire là, on est dans la phase médiane. Et puis après, conclure les vacances. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que la plupart des études montrent que les souvenirs marquants qu'on garde de ces vacances, en général, ce sont les derniers jours. Quant à la durée optimale, c'est très probablement aux environs de 3 semaines, quelques jours pour s'adapter, 15 jours pour savourer, et puis quelques jours pour l'apothéose finale. Alors, on projette beaucoup de choses pour ces vacances, parfois beaucoup trop, mais qu'attendent les Français de l'été? Sarah Cadour est allée leur demander. Qu'est-ce qui change chez vous quand l'été approche? C'est plus propice à la séduction. Les jupes, je pense des tenues un peu plus légères. Je suis plus joyeuse. On est plus libre, on arrive plus à s'exprimer, on fait plus de sorties, on veut faire plein de choses et on a plus de facilité à communiquer. Quels est, selon vous, les fashion faux pas à ne pas commettre quand les beaux jours arrivent? C'est les meufs avec les ballerines. Ça, c'est interdit. Les claquettes chaussettes. Le pantacourt. Faut arrêter ça, les gars. Vraiment, non. Et moi, le bob, je suis désolée, mais c'est tellement laid. Eh bien, on va vous confronter au pire fashion faux pas selon vous. Je pense que j'ai jamais vu mon visage avec un bob sur la tête. Faites-nous découvrir un endroit rêvé en France. On ne le dira à personne. Du côté de Colmar, sur la presqu'île de Crozon. C'est vraiment magnifique. Maubuisson, je ne sais pas si beaucoup connaissent, mais c'est à côté de Bordeaux et c'est un lac et c'est super bien parce qu'il y a une petite rue commerçante et ça dépayse vraiment beaucoup. L'île Tudy, c'est super sympa. C'est une petite île en Bretagne et c'est pas très connu, donc il faut pas en parler. Mince, je crois que c'est loupé. Alors je vais vous montrer 3 photos, vous allez me dire avec qui vous aimeriez partir en vacances. Agathe, elle est grave rigolote et je me souviens d'une anecdote, elle avait reçu un SMS de son mari en pleine émission avec une aubergine en mettant « t'es trop bonne » et en fait elle était filmée, enfin bon bref, non mais je pense qu'elle peut être super marrante. Est-ce que ça vous énerve les gens qui postent comme ça des vidéos photos de leurs vacances sans cesse sur les réseaux sociaux pour nous titiller? Puis on sent que c'est vraiment juste pour nous faire enrager et nous montrer que eux ils passent un bon moment alors que nous on est sous la grisaille en train de bosser. Eh bien si on faisait comme eux, on se met en tenue d'été pour simuler une vidéo de vacances. On s'y croirait presque, non? On est dans le sud, on n'est pas loin de la mer, franchement on profite. Il fait un peu gris aujourd'hui, mais hier il faisait un temps fabuleux. Ah, on est bien là. Qui paye sa glace, les filles? Allez, faites pas les crevardes, qui paye sa glace? Personne. Allez, on va à la plage, on va se prendre une glace. Clairement, complètement. Let's go. Ça va, ça se passe bien les vacances, les copains? Super bien. Il fait trop chaud.
Alors, je vais quand même préciser quelque chose pour cette histoire d'aubergine. Déjà, c'est pas mon mari qui m'a envoyé une aubergine. J'aimerais bien, ma chérie. Mais... non, c'est Benjamin Muller, donc dans la maison des maternelles. Et il s'agissait d'un sketch. Je ne sais plus comment le dire, tellement tout le monde a cru que c'était un vrai truc. C'est ça qui était rigolo. Ça fait des millions de vues et tout. On m'en parle encore 2 ans après. Bon, bref, mais c'était assez rigolo. Mais c'est donc un sketch. Christophe, comment se fait-il que l'été apparaisse comme la saison la plus attendue des 4 saisons ? Probablement parce que l'été cumule tous les bénéfices possibles. D'abord, on profite de la lumière, du soleil, qui sont bonnes, on l'a vu, pour notre bien-être. Ensuite, c'est une saison aussi où on mange beaucoup de choses bonnes pour notre morale. On mange beaucoup de crudités, beaucoup de fruits, et on les mange tranquillement, lentement. C'est aussi la saison qui nous permet de faire le maximum d'activités physiques en extérieur. C'est la saison où c'est le plus facile de socialiser. Donc, il y a tout ce cumul qui fait que l'été est bon pour le moral de tout le monde et il est encore meilleur pour le moral des personnes qui ont des troubles affectifs saisonniers, qui font des dépressions hivernales. Eux, au moment de l'été, ils savent qu'ils sont quasiment protégés de ces petits effondrements dépressifs. Alors moi, Christophe, quand j'arrive chez mon père en vacances dans le Var, j'attends ça toute l'année, eh bien, le premier truc que je fais, c'est de rattraper le sommeil perdu en faisant des grasses mat ou des siestes. Et je vous assure, la Provence, pour faire des siestes au son des cigales, il n'y a rien de mieux. Et d'ailleurs, j'aimerais vous le prouver avec Yvan, un sudiste qui nous parle de son bonheur de siester en 1978. Regardez. L'endroit idéal pour faire la sieste, ne croyez pas que c'est si facile à trouver que ça. Maintenant que je l'ai trouvé, et c'est là qu'il se trouve, croyez-moi, j'en changerai pas pour un empire. Et bien vous voyez, dans sa vie, il faut avoir un arbre, surtout quand on fait la sieste. Ça donne envie, Christophe. Est-ce qu'il est important pendant les vacances de réguler son horloge biologique en dormant, en rattrapant le sommeil perdu, en faisant la sieste ? C'est toujours bien, en tout cas, de prendre soin de son sommeil. Après, on a tendance à dire quand même qu'il ne faut pas trop chercher à rattraper. Si vous faites des trop grosses matinées, du coup, vous allez décaler au contraire votre horloge biologique. Donc, le sentiment qu'on a, c'est que la sieste est formidable pour nous permettre un petit temps de repos cérébral et puis nous raviver pour la suite de l'après-midi, à condition que ça ne soit pas un morceau de sommeil trop long, c'est-à-dire un quart d'heure, une demi-heure, mais pas au-delà. Et en gros, ce qui est important, c'est plus la qualité du sommeil que la quantité. C'est-à-dire, si on est bien dans la journée, on prépare de bonnes nuits. Si on est détendu, on ne s'énerve pas, on ne stresse pas, alors on dormira mieux, on aura moins besoin du coup de rester au lit. Souvent, les gens qui restent tard au lit, c'est les gens qui ont eu des nuits un peu hachées ou qui se sont couchés un peu trop tard. Et la sieste crapuleuse, petit aparté, parce qu'en général, l'été, j'arrive, bim, montée de la libido, c'est normal. Enfin, je veux dire, ça s'explique. Vous verrez, ça va passer. Ça va passer. Ça va passer. Est-ce qu'on a plus de libido l'été ? Enfin, moi, ça passe pas, gars. Ça passe pas tant que ça, parce que si vous regardez les consultations pour maladies vénériennes, si vous regardez oui, les statistiques, les enquêtes, en général, l'activité sexuelle est très augmentée en été et pas forcément avec les partenaires. Pas forcément avec les partenaires. Ouais. Il y a aussi le fait que les corps sont dénudés, donc ils sont plus appétissants. Le fait aussi qu'on a plus de temps pour se parler, pour se rencontrer. Donc voilà, tout ça fait que les choses comme la sieste crapuleuse... Vive l'été. Et pensez à vous protéger des maladies vénériennes. Protégez-vous. Ne me regardez pas, je suis mariée depuis 10 ans, j'ai le même partenaire. Passons maintenant à la question d'une téléspectatrice. Dis Agathe, moi toute l'année, j'ai une santé de fer. Tout le monde a le Covid, alors que moi, pas du tout. Mais dès que les vacances commencent, je me tape une bronchite carabinée en plein été par 35 degrés à l'ombre. Alors dis-moi, pourquoi mon corps m'en veut autant ? C'est normal que vous me posiez cette question à moi, parce que moi aussi, non mais là c'est un truc de dingue. Dès que j'arrive en vacances, bim, je suis malade, c'est systématique. Alors soit je suis malade, soit j'ai un coup de fatigue de malade. Donc comment est-ce qu'on peut se préparer pour réussir sa transition entre le boulot intense et les vacances ? On a l'impression que tout décompresse et que donc tout fout le camp, quoi.
Oui, j'avais, il y a quelques années, j'avais écrit un article justement dans une revue scientifique sur le syndrome du vacancier malade. C'est un grand classique. Au fond, les vacances, c'est comme la nuit. Si vous voulez bien dormir, détendez-vous un peu le soir. Et si vous voulez passer des bonnes vacances, et si ça vous est possible, prenez peut-être 2-3 jours pour décompresser, ranger la maison et tout ça avant de partir en vacances. On commence déjà à se préparer comme on fait un rituel avant de s'endormir. On crée des petits rituels avant les vacances. Pas mal, j'aurais dit. Alors on l'a compris, il est important de lâcher prise progressivement. Nous allons maintenant vous donner les clés pour être sûr de réussir ses vacances. Bonjour Philippe Gabillier, bienvenue sur le plateau de Bel et Bien. Bonjour vous êtes professeur de psychologie. Alors avec Christophe André, vous allez nous livrer les secrets pour des vacances réussies en commençant par nous révéler tous les pièges dans lesquels il ne faut surtout pas tomber. Premier piège, idéaliser ses vacances. Ça veut dire quoi exactement, Philippe Gabillier? Ça veut dire qu'il y a 2 façons d'être malheureux. Il y a être perfectionniste au travail. Et alors, il y a pire encore, c'est vouloir être perfectionniste pendant ses vacances. C'est-à-dire qu'au croire, on s'y est tellement préparé, on va dire, mais ça va être des vacances, mais ça va être 3 semaines, 4 semaines, peut-être même ça, mais ça va être parfait. En 5 semaines, je vais perdre 5 kilos. Je vais me remettre au sport. Je vais relire Proust. Je vais enfin me remettre au piano comme je rêvais depuis des années. Comme ça, à la rentrée, je ressemblerai à André Manoukian. Enfin, voilà, on pense qu'on va tout réussir. Et ça, c'est affreux, puisque en se préparant comme ça, on ferme la porte au romanesque. C'est-à-dire à l'inattendu, à ce qui ne pouvait pas être prévu. Et la perfection n'est pas de ce monde. Dans le fond, les vacances, c'est un moment réel, mais peut-être de réalité augmentée par le plaisir, augmentée par l'impro, on ne sait pas trop, mais ça reste un moment réel. Vouloir le rendre parfait à l'avance, c'est s'empêcher effectivement de le vivre en rêvant. Donc on rate une occasion, quoi. Autre piège dans lequel il ne faut surtout pas tomber, vouloir trop en faire, un peu à l'image du personnage joué par François Cluzet dans le film Les Petits Mouchoirs, hein, Christophe. Oui, ben, c'est-à-dire, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Lorsqu'on arrive en vacances, il faut débrancher le logiciel, performance, rendement, etc., etc. Donc, ça correspond à une réalité en neuropsychologie, c'est-à-dire on débranche le cortex préfrontal, contrôle, planification, et on active le réseau par défaut, disponibilité, et on est prêt à ressentir toutes les expériences possibles. Et pourquoi certains culpabilisent de ne rien faire? Ça, c'est parce qu'on a raté, j'allais dire, si j'ose dire, son entrée en vacances. C'est-à-dire on continue de penser que ne rien faire, c'est mal faire, alors que ne rien faire, c'est peut-être mal faire dans un contexte professionnel, encore que de temps en temps, il faut bien faire baisser la pression, mais ne rien faire en vacances, c'est au contraire bien faire. Merci beaucoup pour ces conseils. Alors, grâce à vous, on est prêt à partir en vacances et pourquoi pas aussi en voyage. Vous parliez de l'aventure tout à l'heure, Philippe. D'ailleurs, si vous cherchez une destination à l'étranger, ce sujet 100% des paysans peut vous inspirer. Je vais vous raconter l'histoire d'un globe-trotteur pas comme les autres, celle d'un jeune homme qui est passé du jour au lendemain du monde virtuel au monde réel. Il s'appelle Anil Brancelleoni et il y a encore quelques années, il était très loin de s'imaginer sous d'autres horizons. Revenons 5 ans en arrière. Ce jeune voix de 24 ans, vivant en France, est alors connu sur YouTube sous le pseudonyme de Wartrek. Ce gamer, suivi par 1 500 000 abonnés fans de ses talents de sniper, a posté en près de 6 ans plus de 700 vidéos de jeux de guerre enregistrées depuis sa chambre. Sa communauté est telle qu'il peut alors vivre de sa passion. J'espère que la vidéo vous a plu, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'est Wartrek. Allez, ciao tout le monde. Mais un beau matin, après des années sans sortir de sa chambre, Anil se réveille en se disant qu'il est peut-être en train de louper quelque chose dehors. Il regarde par la fenêtre et décide de se lancer à la découverte du monde réel. Il ouvre un second compte en ligne consacré au voyage et sur lequel il publie ses premiers reportages d'exploration culturelle. Comme ici, en Islande. C'est juste incroyable, je suis aux anges. Et le goût de l'aventure venant, Anil décide de se lancer un défi complètement dépaysant, visiter les 7 merveilles du monde moderne en un an. Une année folle, au cours de laquelle Anil nous invite à le suivre lors de ce périple qui va le conduire de la célèbre Grande Muraille de Chine à la sublime cité de Petra en Jordanie, puis destination le Pérou pour toiser le Machu Picchu au sommet de la cordillère des Andes. C'est très particulier parce que c'était l'endroit que je voulais le plus visiter et qui selon moi est le plus beau de tous. Anil fera aussi une escale dans la cité maya de Chichen Itza, au cœur de la forêt mexicaine du Yucatan.
Il survolera bien sûr la statue du Christ Rédempteur sur les hauteurs de Rio. Notre voyageur en profitera pour revenir sur les terres natales de sa mère en Inde, l'occasion de contempler le Taj Depuis Mahal. que je suis petit, j'entends plein d'histoires sur le Taj Mahal et je suis très content aujourd'hui de pouvoir un peu vous expliquer l'histoire de ce monument et pourquoi il représente la plus grande preuve d'amour du monde. Avant de finir son road trip par la visite du majestueux Colisée de Rome. Grâce à ce projet fou, Anil a donc réussi à mêler son goût prononcé du voyage et d'Internet pour nous laisser en cadeau de sublimes paysages. Allez, on en profite encore un peu. Sachez que l'envie irrépressible de voyager porte un nom, le syndrome de Wanderlust, de l'allemand Wander, qui veut dire vagabonder, et Lust, qui signifie désir. Alors Christophe, est-ce que nous sommes tous plus ou moins atteints par cette envie? Et pourquoi ce besoin de voyager alors que, disons-le, nous avons les plus beaux paysages en France? Beaucoup d'entre nous, en tout cas, ont plaisir au changement. Et là aussi, on a des données scientifiques qui montrent que la plupart des humains aiment que les choses autour d'eux changent, qu'elles soient riches, stimulantes, nouvelles. On a un petit appétit pour la nouveauté. Alors, le problème qu'on peut avoir par rapport à des déplacements qui pourraient être un peu compulsifs, c'est qu'il ne faut pas confondre voyage et déplacement. Dans le voyage, on prend le temps de découvrir à chaque étape de nos déplacements comment tous les paysages, tous les gens, tous les habitants changent. Le déplacement, voilà, je prends l'avion à Paris et je vais en Amérique du Sud, en Asie. Et là, au fond, c'est quelque chose qui est un petit peu différent. Je me fais servir sur un plateau des changements tout cuits. Mais pour résumer ces histoires d'appétit pour le changement, il faut faire attention que finalement, je crois qu'on a tous un appétit pour le changement. Certains d'entre nous ont un petit peu peur et il leur manque peut-être cette audace de se mettre en déséquilibre avant et de franchir les obstacles de l'inquiétude, des préparatifs, de qu'est-ce qui m'attend là-bas pour se lancer dans le grand bain. Ah mais justement, l'audace, c'est le conseil que vous donnez, Philippe Gabillier, pour des vacances réussies. Comment passer un été audacieux? Mais je vais vous laisser nous donner vos 3 conseils, les meilleurs conseils pour que notre été le soit. Premier conseil, oser les premières fois. Ouais. Alors là, c'est très important parce que c'est quand les dernières fois? C'est quand on est vieux. La vieillesse, c'est une suite ininterrompue de dernière fois. Alors que la jeunesse et l'enfance, c'est une suite ininterrompue de première fois. Des premières fois inconscientes, quand on était vraiment tout petit, et après des premières fois conscientes. Toutes les premières fois qu'on a vécues, elles n'ont pas toutes été réussies, mais elles ont toutes marqué la mémoire. Puis beaucoup nous ont mises en énergie. Et l'âge venant, on oublie que dans le fond, ce qui nous maintient jeunes, ce qui maintient un individu jeune jusqu'au dernier jour de sa vie, c'est si c'est toujours gardé en réserve des premières fois. L'idée, c'est ça. Et la seule façon de me prendre moi-même par surprise, c'est de me tenir à jour une liste de premières fois, de trucs que j'ai jamais fait, et de dire, allez, la boîte est là, la boîte à secrets est là, et à la première occasion, je me prends une première fois, j'essaie une première. J'ai une idée, Ali. Ouais. Pour la première fois, vous et moi, on va faire de la randonnée. Allez, vous êtes quand même pas cool. Non, mais c'est vrai. Fontainebleau. Allez, randonnée. Allez. On vous les mettra sur les réseaux ou dans les calanques de Cassis, pourquoi pas. Hein, on peut faire la randonnée où on veut, d'ailleurs, c'est ça qui est fantastique. Deuxième conseil, Philippe, oser s'imposer auprès de ses proches. Alors, à quel niveau? Alors, à pas mal de niveaux, parce que quand on travaille, on passe notre vie à s'adapter aux autres quand même. Et on a le droit, pendant les vacances, de dire, les amis, pendant toute l'année, j'ai été la mère idéale, j'ai été le père qui a fait ce qu'il a pu, vous allez en fait me lâcher les baskets. Mais peut-être pas tout le temps, mais moi je me souviens quand j'étais enfant, mon père qui travaillait mais comme un forcené, on arrivait en vacances dans la maison de famille et on le savait, et ça n'avait jamais posé de problème. Alors lui, pour le coup, il se posait dans sa chambre et il dormait quasiment non-stop pendant 7 jours. Et alors après, il allait se balader, etc. Mais autant il se mettait au service de tout le monde pendant l'année, pendant les vacances, il avait besoin d'avoir, et on lui laisse un espace à lui, un temps à lui, des activités à lui. Troisième conseil, oser la liste des gens perdus de vue, c'est-à-dire? Ça, pour moi, c'est vraiment l'idée la plus romanesque. Moi, je suis très attaché à cette notion. Je pense que nos vies manquent de romanesque, c'est-à-dire de création de situations hors du commun.
tous, alors bon, moi depuis peut-être plus longtemps que les autres ici, je dirais, on a passé notre vie à rencontrer des gens et parfois à les perdre de vue. Même parfois des gens avec qui on était très très proches, parfois des gens au lycée, au collège, même à l'école, etc., même dans la vie professionnelle. Et dans le fond, on a tous en nous des petits regrets de gens qu'on a perdu de vue. Parce que moi, je n'étais pas d'une génération où il y avait les réseaux sociaux, on n'avait pas encore les Facebook, les LinkedIn, etc. Et je pense qu'on a tous une micro-liste en nous de gens, dans le fond, si c'était possible, s'ils sont encore là, ça serait peut-être marrant de se retrouver, de se rappeler. Alors d'ailleurs, peut-être il faut chercher, des fois il faut aller chercher sur les réseaux, tout ça, mais se dire, tiens, pendant les vacances, là, il y a au moins 2-3 personnes, je vais tenter le coup, je vais refaire le coup des copains d'avant, je vais essayer. Alors ça marchera ou pas, mais ça n'a aucune importance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enjeu. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. La vie a suivi son cours. Mais si ça marche, non seulement je vais retrouver quelqu'un que j'ai connu, mais comme très probablement cette personne aura elle aussi changé, je vais faire d'une pierre deux coups. J'ai retrouvé quelqu'un que j'ai connu, avec des souvenirs qu'elle est avec, et je vais de toute façon retrouver une personne nouvelle, puisque celui ou celle que je vais retrouver là, je dirais, ça fait quand même 30 ans qu'il a vécu sans moi, d'autres types de choses, et je dirais, c'est peut-être aussi une autre personne. Donc je vais venir partager aussi le voyage de ces gens. Et si ces gens, je les ai appréciés, je les ai aimés, il y a 30 ans, il y avait des raisons. Ça a pu changer. Parfois, on peut être déçu. Mais on ne sait jamais, comme disait l'autre, sur un malentendu, il y a une amitié qui peut se Belle idée. Cécile Toureille, 4e A, collège Jean Moulin. Si tu m'écoutes, je vais essayer de te retrouver. Si vous faites revenir vos ex, c'est pour la randonnée. C'est super, c'est extraordinaire. Voilà. Merci Philippe Gabillier. Merci Philippe. Pour ces précieux conseils et surtout ces audacieux conseils. Alors moi, la seule audace que j'ose avant l'été, c'est donc de changer de régime alimentaire. Et pour éviter les faux pas, oui, parce que donc je croule sous des injonctions et je suis victime, notre journaliste Mylène Specklin est allée à la rencontre du nutritionniste Raphaël Gruman. Bonjour Raphaël. Pour gérer au mieux les changements de saison, je suis allée poser des questions à Raphaël Gruman, nutritionniste, qui m'a donné toutes les clés pour bien préparer mon corps à l'été. Il faut déjà trouver les bonnes bactéries pour son microbiote. C'est-à-dire que le microbiote sont les bonnes bactéries qui vont coloniser notre côlon et qui vont nous faciliter la digestion. Donc il va falloir déjà commencer par reconsommer un maximum de fibres. Les fibres, vous allez les trouver principalement dans les fruits et les légumes, mais également tout ce qui est céréales complètes qui vont apporter aussi un maximum de fibres et qui vont donner un confort digestif plus important. L'été, c'est aussi associé aux apéros, au barbecue, aux terrasses. Alors comment est-ce qu'on peut continuer à se faire plaisir? Il y a une petite recette que je donne à mes patients qui est assez simple. On prend des tranches de saumon fumé, on étale un petit peu de fromage frais par exemple dessus, un petit peu de jus de citron, on roule et on coupe en petits tronçons et comme ça fait des petits roulés au saumon. Ça a l'air très bon, il me fait. Et voilà, et comme ça au moins c'est pratique à faire. Donc l'été c'est synonyme de soleil, enfin en tout cas on l'espère. Alors est-ce qu'il existe une alimentation adaptée pour m'aider à préparer et à protéger ma peau aux rayons UV? Alors oui, il y a certains aliments qui sont spécifiques pour la peau. C'est notamment ceux qui vont préparer la peau type mélanine. Donc vous savez, c'est cette substance en fait qu'on va produire au niveau de la peau qui va protéger contre les rayons UV. Ces aliments-là, notamment ceux qui contiennent du bêta-carotène. Le bêta-carotène, on va l'avoir dans la carotte, on va l'avoir dans les tomates, également dans le poivron. C'est ce nutriment-là qui va permettre de protéger la peau contre les actions du soleil. Et il faut aussi nourrir la peau, c'est-à-dire l'hydrater. On va l'hydrater de deux façons. Déjà en consommant des bonnes graisses, des graisses plutôt végétales d'ailleurs, comme l'huile de bourrache par exemple, qui peut être consommée, l'huile d'olive tout simplement, mais également boire de l'eau, parce que la peau est gorgée d'eau et plus on va s'hydrater, plus la peau va être résistante aux actions du soleil. Et bonne nouvelle, ce sont les mêmes nutriments qui vont nous aider à protéger nos cheveux des rayons UV, c'est-à-dire l'huile de bourrache par exemple, parfaite pour leur donner une bonne hydratation. Et pour les nourrir en profondeur, on mise surtout sur les protéines végétales, mais aussi animales. Et il y a des micronutriments, c'est le zinc, le sélénium, et en fait ces minéraux, on va les retrouver dans l'alimentation, notamment dans les produits d'origine marine, donc on peut citer les crustacés, les huîtres par exemple. Quand les cheveux sont vraiment abîmés, faire une petite cure de compléments alimentaires avec notamment de la biotine, du zinc, du sélénium, c'est intéressant mais sur des formes très courtes. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'en prendre tout au long de l'année, ça ne marchera pas. Il vaut mieux faire des cures courtes d'un mois en général. Merci beaucoup Raphaël de m'avoir accueilli. On va essayer de suivre vos conseils et profiter un maximum de cet été. Super, merci à vous Mylène. Alors, on vient de le voir, de beaux cheveux, ça passe aussi par une bonne alimentation. Et sachez qu'il existe d'autres solutions pour préparer sa crinière
telle celle d'Elsa, aux agressions du soleil, de la piscine ou de la mer. Et pour en parler, on retrouve qui, à votre avis? Qui en duplex? Sarah Qui? Eh ben voilà, évidemment. oui, Sarah Cadour. C'est Sarah Cadour, en plein soin capillaire après les jambes, tout ça. Alors Agathe, je suis dans le futur avec un casque tout droit sorti du film Star Wars. Et pour nous parler de cette nouvelle technique, je suis avec Claire. Alors Claire, qu'est-ce que cette machine que j'ai sur la tête? Alors cet appareil, c'est le casque LED Steam qui va provoquer de la luminothérapie et qui va permettre de traiter les différentes problématiques liées aux cheveux et au cuir chevelu. Alors il faut savoir qu'avant, Claire m'a fait un petit bilan capillaire pour savoir où j'en étais. J'en suis où, Claire? Alors, vous avez un bel état capillaire, un cheveu qui peut être un peu sec et les dommages de l'été ne vont pas l'aider. D'où l'utilité de réaliser un soin au préalable. Eh bien justement, quels sont les bienfaits de cette technique à l'arrivée des beaux jours? À l'arrivée des beaux jours, on a un vieillissement cutané avec le soleil, avec les UVA, les UVB. La luminothérapie va permettre vraiment de réguler et de ralentir le vieillissement cutané dû au soleil. Après, s'il y a une chose à faire, c'est déjà se couvrir la tête. Chapeau, casquette sont nos partenaires de l'été. Très bien, on peut changer de couleur là pour montrer un petit peu à tout le monde ce que ça fait. Eh bien voilà, moi j'ai mon chapeau pour cet été. L'avantage c'est que je peux choisir vert, rouge, violet. À moi les beaux jours. Et à nous les beaux jours aussi, parce que regardez Sarah, les chapeaux, c'est une bonne solution pour protéger nos cheveux du soleil, surtout que ça nous donne de l'allure. Regardez cette belle crapine, voilà. Et franchement, Elsa à la pointe de la mode. Oui, Elsa, tête à chapeau. Stan aussi, parce Wow. que le bob Parfait. revient en force. Ça fait déjà 2 ans que c'est Mais non. le truc. Voilà. C'est vrai, je suis branché là. Vous êtes hyper branchés. Et la casquette aussi. La casquette revient en flèche. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. On va remercier quand même les marques Ibelive, Romuelda et Uniqlo pour ces magnifiques couvre-chefs. Merci Agathe. Alors à l'approche de l'été et de la plage, Elsa, vous vouliez régler vos comptes avec la presse féminine. Alors d'abord, non mais avant d'attaquer, je dois faire mon mea culpa. Ali, Agathe, sachez quand même une chose, c'est que j'ai contribué au mal-être des femmes. Oui, oui. J'étais journaliste beauté pendant 15 ans. Et pendant 15 ans, à l'approche de l'été, j'ai écrit des articles sur la minceur et sur les crèmes anticellulite. Donc moi aussi, j'ai contribué à l'aliénation du corps féminin. Et donc je m'en veux et j'en suis absolument désolée. Depuis des années, à force de dire à l'approche de l'été que les femmes doivent mincir, qu'on doit être épilée tout le temps, qui n'a pas, Agathe, qui n'a pas eu peur d'aller se baigner? Qui n'a pas eu peur d'une mauvaise épilation? Non, mais qui n'a pas eu peur d'aller se baigner en se disant oh, mais non, je ne suis pas parfaitement épilée? Qui n'a pas peur du rituel du maillot de bain? Parce que là, on parle des beaux jours comme ça, mais il y a des gens que ça stresse. Moi, c'est douloureux pour moi de me dire, de m'imaginer sur la plage avec tout le monde. Donc aujourd'hui, pour dire non aux injonctions, non aux diktats, je vous demande d'accueillir Louise Aubéry, qui est une femme libre et indispensable pour nous. Louise? Ça veut dire qu'elle va se baigner en premier avant les autres. Bonjour. Bonjour Louise. Bonjour Louise, vous êtes entrepreneuse, vous êtes aussi créatrice de contenu, vous êtes d'ailleurs vraiment plus connue sous le nom de My Better Self. Quand je vous ai proposé de venir dans cette émission et que je vous ai parlé du thème de cette émission, vous m'avez tout de suite dit mais comment ça, se préparer pour l'été? Qu'est-ce que ça veut dire se préparer pour l'été? Pourquoi changer son physique? C'est vrai que ça m'a interpellée parce que les médias jouent un rôle vraiment important dans le fait de perpétrer ces injonctions. Et donc c'est vrai que si on commence à faire des émissions, se préparer pour l'été, et qu'on parle, qu'on conseille aux femmes de se préparer d'une certaine manière, en fait, on leur donne plus ou moins l'idée qu'elles ont besoin de se préparer. Et s'il n'y avait pas ce type d'émission, ou en l'occurrence pas celle-ci, mais il y en a d'autres où on partage ce genre de conseils, eh bien je pense que les femmes se prendraient beaucoup moins la tête sur leur apparence physique à l'arrivée de l'été. Alors, vous êtes aussi l'autrice d'un livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps, Miroir, dis-moi ce que je vaux vraiment, aux éditions Le Duc. Et alors, dès le début, dès l'introduction, vous écrivez « Je vais me fabriquer ma propre clé et me libérer de mes chaînes ». Est-ce que justement, ces chaînes, ce sont les injonctions faites aux femmes ? Oui, en tout cas, ce que je partage dans le livre et ce que j'ai vraiment réalisé, c'est qu'en fait, on est enfermé par la performance de notre genre.
Donc en fait, ces genres féminins et masculins, où en fait la féminité et la virilité, ce sont juste des constructions sociales auxquelles on a attribué certaines qualités, certains comportements. Et autant les hommes sont aussi victimes de ce genre, autant c'est vrai que le genre féminin nous enferme beaucoup parce que ça va être très lié au final à l'apparence physique. Tu en parlais juste avant, prendre soin de soi, en fait, pour nous, ça va être prendre soin de notre apparence physique. Et ça va être voilà, vraiment être sage, ne pas parler trop fort, rester mince, ne pas prendre trop de place. Alors justement, dans votre livre, il y a 3 étapes. Il y a déconstruire pour mieux construire, déconstruire pour s'épanouir et déconstruire pour s'accomplir. En quoi consiste justement cette déconstruction et en quoi consiste votre méthode ? Alors, c'est vrai que je l'ai construit de cette façon parce que ça me paraissait important, déconstruire pour mieux construire, de réaliser d'où ça vient. Donc je reviens un peu sur l'origine des inégalités parce qu'en fait, on a aussi tendance à entendre non, mais c'est comme ça, les filles sont comme ça, les hommes sont comme ça. En fait, non, hein, quand on creuse, tout a une raison historique. Ensuite, déconstruire pour s'épanouir, c'est vraiment par rapport justement à la libération de ces injonctions, donc notamment le poids, la beauté, l'âge, qui pèse aussi quand même vachement sur les femmes, le couple, la maternité, tout ça. Et ensuite, déconstruire pour s'accomplir, c'est vraiment plus comment faire en fait concrètement pour se libérer du regard des autres, de ces injonctions. Et donc, c'est pas une méthode au sens où je vais pas dire que une fois qu'on a lu ce livre, on est totalement libéré. Et je crois pas justement même au déclic qui arrive du jour au lendemain. Je pense que la déconstruction, c'est un chemin, c'est un processus, mais c'est vrai qu'en prendre conscience, pour moi, c'est vraiment plus de la moitié du travail. Et ensuite, c'est vrai que c'est un chemin de tous les jours pour essayer de trouver ce qui nous correspond. Le but, c'est pas de tout rejeter, mais juste de remettre en question. D'ailleurs, c'est ce que vous dites, et je finirai par ça, vous dites on peut suivre les diktats si on en a envie, et on peut ne pas les suivre. L'important, c'est d'être libre. Donc cet été, soyez vous-même. C'est quand même ça le plus important. Christophe, parce que vous avez enregistré un podcast avec Christophe. Deux même. Tellement c'est intéressant. Moi, personnellement, écouté 2 fois aussi cette semaine. Vous aviez envie de lui poser une question, je crois. Oui, c'est une réflexion. C'est-à-dire, moi, j'ai regardé ce que fait Louise sur Instagram. Et effectivement, c'est très intéressant parce que de temps en temps, il y a des photos assez chic où vous avez fait un effort de présentation. Et puis la photo d'après, c'est vous au saut du lit. Alors, bon, c'est voilà, normal, banal. Et c'est ni ne montrer que des photos pas moches, mais enfin des photos non apprêtées, ou ni ne montrer que des photos hyper retouchées, c'est montrer la vraie vie. Il y a des soirs on est chic, des soirs on n'est pas chic, des matins on n'est pas maquillé, on a des boutons, des matins on a bonne mine, et vous montrez tout. Et c'est ça, au fond, qui va être décomplexant. Merci Louise Aubéry et bravo pour votre engagement. Votre livre « Miroir, dis-moi ce que je vaux vraiment » est disponible aux éditions Le Duc. À bientôt. À bientôt, Louise. Autre sujet problématique, l'été, à cause de la chaleur, les jambes lourdes. Mais je crois que notre envoyée spéciale, Sarah Cadour, a trouvé un nouveau soin pour y remédier. Elle court partout, Sarah, c'est dingue. Alors oui, Agathe, j'ai traversé la capitale pour faire une séance de pressothérapie avec Jérôme Auger, kinésithérapeute. Alors Jérôme, qu'est-ce que la pressothérapie ? Alors la pressothérapie, en fait, c'est un moyen mécanique pour drainer le sang, notamment le sang veineux et la lymphe à l'intérieur des jambes. Donc en fait, on envoie de l'air à l'intérieur des bottes et progressivement, le sang et la lymphe sont chassés des pieds jusqu'à la hanche pour drainer et accélérer les liquides qui ont tendance à stagner vers le bas des jambes. Alors l'été, quand on a les jambes un petit peu qui gonflent, est-ce que c'est le même effet que quand on met des bas de contention et un peu de glace ? Alors oui, le bas de contention, en fait, c'est un moyen médical pour comprimer les jambes et éviter d'avoir les jambes lourdes. Notamment, il y a plein d'autres indications. Le bas, en fait, va comprimer la jambe globalement des pieds jusqu'en haut de la jambe. Les bottes, en revanche, vont avoir un petit effet en plus. C'est un effet dynamique puisqu'on voit que les cellules des bottes sont comprimées au début aux pieds, puis ensuite les mollets, les genoux, etc. Et donc, ça a un effet dynamique intéressant. On peut rajouter un petit effet froid qui a une petite stimulation tonique qui est intéressante, mais qu'on n'a pas là dans la pressothérapie. Là, je vous confirme, je sens plus trop mes jambes, ça appuie comme ça. Alors, il paraît qu'il y a un petit plus esthétique par rapport à la cellulite. Alors oui, il y a un petit effet quand on a de la cellulite, surtout quand c'est de l'eau qui stagne dans la peau. Donc c'est intéressant pour drainer. Maintenant, si c'est une cellulite qui est d'origine graisseuse ou autre, bon, ça risque d'être un peu décevant à ne faire que ça. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Moi, j'y vais. Je peux partir comme ça. Il paraît que c'est la mode à New York. Ouais, je déconseille de se lever quand même directement comme ça, sauf pour aller sur Mars. J'y vais.
Merci beaucoup, Sarah Pesquet. Je vous laisse reprendre la route tant bien que mal et on se retrouve évidemment tout à l'heure. Agathe, nous allons maintenant parler d'un sujet qui divise la France depuis des générations. La cellulite ? Notamment pour les vacances, vous êtes plutôt mer ou montagne. L'équipe de Bel et Bien a enquêté pour savoir quelle était la meilleure destination bien-être. Nous allons donc parler de ces deux destinations de vacances. Alors d'un côté, la montagne et de l'autre, la mer. Alors ce matin, on refait le match pour savoir quel est le meilleur endroit pour passer l'été. L'intrépide Marianne Moing s'est rendue dans ces deux destinations estivales, la Vénarde, pour chercher des réponses à cette grande question. Bonjour Stéphanie Hardy. Bonjour. Vous êtes directrice d'une Thalasso. Bonjour Guillaume Noël. Salut. Vous organisez des séjours sportifs imaginés par des athlètes. Et première question, où sommes-nous? À Annecy, entre lac et montagne. Nous sommes sur la plage de Deauville en Normandie. Et vous venez d'où? Je suis un breton marin et en fait ça fait 15 ans que je suis en Savoie et Haute-Savoie et depuis j'arrive pas à repartir. De la Manche, en Normandie également. J'ai toujours vécu au bord de la mer. Donc si je vous dis mer ou montagne, vous me répondez? Mer. Eh ben montagne. Alors en ce moment, j'ai un gros problème. Je suis super stressée. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Viens à la montagne parce que ici tu as moyen de t'isoler hyper facilement. En un claquement de doigts, tu peux passer du brouhaha au calme le plus paisible qui aide au ressourcement. Au bord de la plage, vous pouvez découvrir l'horizon, capter le bruit des vagues, prendre votre respiration et donc diminuer votre stress. Si je vous dis maintenant que j'enchaîne les insomnies, que j'en peux plus, je suis super fatiguée, qu'est-ce que vous me répondez? Il a été prouvé par une étude qu'une balade sur le bord de mer, une durée d'une demi-heure à 1 heure, favorise le sommeil de 47 minutes en moyenne. Je vous emmène dans un bivouac en pleine montagne. L'été, entre le son des cloches de vache, le silence le plus intense possible, faut complètement dire que je dors comme un bébé. Alors ça aussi, c'est un autre gros problème, c'est qu'en fait, je tombe tout le temps, mais tout le temps malade. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Nous, notre aromathérapie, on ne le cherche pas dans des petites gélules. On va le chercher en montagne et quand on traverse la forêt, on a des parfums, des essences qui sont dans la nature et ça nous inonde en fait d'odeurs qui nous aident à mieux se sentir. En étant en immersion dans l'eau, vous allez pouvoir capter tous les oligo-éléments. Vous avez le zinc, le cuivre, mais également les minéraux, calcium, magnésium pour booster votre système immunitaire. De prendre de l'altitude, forcément avec le manque d'oxygène, on va renforcer ses défenses immunitaires, ses globules rouges et on va améliorer aussi ses performances sportives. Vous allez avoir la réverbération de cette lumière au niveau de l'eau, mais également du sable. Vous allez bénéficier de la vitamine D du soleil et autres. Encore un problème, je me sens hyper mal dans ma peau en ce moment. Je rentre dans plus aucun de mes jeans. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Alors qu'il faut venir en montagne, mais pas pour la tartiflette, mais pour le sport, parce qu'on a un terrain de jeu qui est absolument incroyable. On peut parler du longe-côte, mais aussi d'aller nager dans l'eau de mer, ou encore même rester statique et profiter d'un véritable massage qui est effectué par le retour des vagues sur votre corps. Après, il y a des sports qui brûlent beaucoup plus de calories, et moi, un de mes meilleurs souvenirs, c'est de perdre des kilos en allant faire de l'alpinisme. Moi qui suis un peu potelé, c'est le remède absolument génial pour perdre un petit peu de poids et se maintenir en forme. Un dernier mot pour convaincre les Français de venir passer des vacances à la mer? Les grands espaces, l'air marin, le vent, le soleil, la liberté. Est-ce que vous voulez dire une dernière chose pour convaincre les Français de partir à la montagne? Venez en montagne, d'avoir 1 mètre carré sur une plage du sud de la France, oubliez ça. Ok, bon, je ferai mon choix, puis je vous dirai. Non, le choix, il est tout vu. Aïe, 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 le match est serré. Alors, pour départager ces deux destinations, nous allons nous baser sur l'indice bien-être de nos experts ici présents. Christophe André, vous allez nous dire pourquoi la montagne a le plus de vertus. Philippe Gabillier, vous en ferez de même pour la mer et vous aurez 45 secondes chacun. Ah oui, attention, ça rigole pas. On commence avec Christophe André. Pourquoi la montagne est la meilleure destination bien-être pour les vacances? Top chrono. D'abord parce qu'à la montagne, vous avez moins de stress, il y a moins de monde, moins de bruit, donc vous avez la solitude et le silence vraiment à portée de marche. Ensuite, il y a moins de pollution, air pur,
eau pure, donc ça c'est quelque chose de vraiment formidable. Enfin, troisième point, il y en a un quatrième, c'est la rencontre avec le grand et le beau. Et ça nous fait énormément de bien d'être en contact avec une nature qui nous héberge, qui nous dépasse à la fois. Ça nous rabat un petit peu notre caquet sur nos aspirations de toute puissance à contrôler nos environnements. Ça nous rappelle que la nature est plus forte que nous et c'est quand même quelque chose de nécessaire actuellement. Et puis, dernier point, la montagne, c'est vraiment ce qui nous ouvre à la spiritualité parce que toutes les grandes révélations de l'histoire de l'humanité ont eu lieu en haut des montagnes. Moi, je suis team montagne. Mais attention, je pourrais quand même me faire convaincre par Philippe Gabillier si ça parlait un peu d'océan. C'est à vous. Pourquoi est-ce que la mer est la meilleure destination de bien-être? Top chrono. Mais c'est pas moi qui dis que la mer, c'est la meilleure destination de bien-être, c'est la montagne. C'est la montagne puisqu'elle envoie toute l'eau de ses sources, de ses ruisseaux, de ses rivières vers la mer, parce que la mer nous envoie des messages. D'ailleurs, c'est pas la mer, on devrait dire les mers. Le bien-être chez nous, la Méditerranée, par exemple, c'est un bien-être qui va être fait de lumière, effectivement de proximité avec les gens. Peut-être que parfois on est trop nombreux, mais voilà, c'est une certaine intensité de vie. La mer du Nord va nous montrer que les vacances, c'est aussi un peu parfois le retour sur la mélancolie, sur la poésie, parce que le ciel est parfois un peu gris, mais voilà, l'eau est toujours là, il peut se passer des choses. Et puis alors, l'océan, moi, c'est bien sûr mon préféré, parce que c'est les vagues, c'est les embruns. Et dans tous les cas de figure, où qu'on soit, on a le soleil, on a les fruits de mer, on a les poissons, on a les chaudes nuits d'été. Et donc voilà, il y a sûrement mieux que la mer, mais je n'ai pas encore trouvé quoi. Non, c'est vrai que l'océan, un petit coup de surf, une douzaine d'huîtres et tout, ou la tartiflette, la solitude, les mois, je ne sais pas. Bon, on va faire les deux, je crois, si on peut, ça serait pas mal. Merci à vous deux. Merci. Il est maintenant temps de découvrir le résultat de notre jury. Je ne sais pas d'où vient cette musique, mais elle m'est familière. Mer ou montagne? Philippe Gabillier ou Christophe André? La victoire est attribuée à... Voilà. Ben voilà. Vous entendez cette cacophonie? Match nul. Ça veut dire match nul, égalité parfaite en termes de bien-être. En tout cas, que l'on soit mer, montagne, on part tous en vacances avec un livre dans notre valise. On décrypte le succès des romans de l'été. Bonjour. Bonjour Marie. Bonjour Marie. Alors parlez-nous de votre rencontre cette semaine. Oui, alors qui dit été dit détente, dit évasion, avec bien sûr l'irremplaçable roman de l'été. Vous savez, ce livre que l'on achète à la dernière minute sur le quai de la gare, celui qui nous suit tout l'été dans le cabas collé aux serviettes de bain mouillées. Il est incontournable, autant que les apéros avant le barbecue. Je suis donc allée rencontrer une star de l'édition française, une femme qui en moins de 10 ans s'est imposée comme une écrivaine incontournable, c'est Aurélie Vallogne. Elle n'a pas encore 40 ans et déjà près de 5,5 millions d'exemplaires vendus en quelques années. Elle est la seule écrivaine à être pour la 6e année consécutive dans le top 10 des meilleures ventes de fiction. Plusieurs de ses romans sont en cours d'adaptation au cinéma. Bref, c'est un véritable phénomène. Je suis donc allée demander à Aurélie Vallogne quels sont les secrets de fabrication d'un best-seller. Bonjour Aurélie. Bonjour Marie. On est où là? C'est un hôtel à Paris où je viens absolument tout le temps quand je suis de passage à la capitale et c'est l'endroit où j'écris. C'est même mon canapé. Comment vous êtes arrivée à l'écriture? En fait, c'était un rêve de petite fille d'écrire, mais je me le suis pas autorisée. Ma grand-mère a retrouvé une carte postale où je lui avais écrit à 6 ans « Ça y est mémé, j'ai trouvé, quand je serai grande, je serai écrivain ». Vraiment, je pense qu'on est ce qu'on lit avant même de est-ce qu'on mange, mais vraiment, les livres m'ont construite. Pourtant, adolescente, Aurélie n'assume pas son rêve de devenir écrivaine. Elle entame donc des études d'économie et commence à travailler dans le marketing jusqu'à ses 30 ans où elle décide enfin de se lancer. J'ai tapé sur un moteur de recherche atelier d'écriture et là je tombe sur une vidéo gratuite de Bernard Werber qui donne 10 conseils basiques sur un paperboard, donc vraiment le truc qui paye pas de mine, c'est juste des conseils de bon sens. Créer une tension avec le lecteur dès le début et on met un fil à la patte et on le lâche pas et on joue avec cette ficelle, genre un peu foutage de gueule, je te le donne mais je te le donne pas, qui est un très bon conseil parce que sinon j'aurais peut-être donné tous mes indices un peu trop vite. Moi je me suis accrochée à ça comme à une bouée et j'ai écrit mémé grâce à tous ces conseils.
Son premier best-seller, Mémé dans les orties, qu'elle sort d'abord en auto-édition de peur de se faire refouler par les grandes maisons. Le succès est immédiat. À l'été 2014, toutes les plages sont remplies de touristes arborant fièrement leur exemplaire. Mais d'ailleurs, est-ce qu'Aurélie écrit spécialement pour cette saison ? Je sais qu'il y a beaucoup de lecteurs qui achètent le livre en avance et qui l'emmènent sur la plage, qui l'emmènent dans leur moment de détente. Je les emmène dans un univers qui est plus le leur pendant 200 pages et quelque part ils savent très bien que le contrat entre eux et moi, c'est que ça sera des histoires qui finiront toujours mieux que dans la vraie vie. On reste du côté de l'optimisme, de l'humanité, une certaine bienveillance. C'est juste les valeurs qui me semblent être les plus importantes. On passe notre vie à courir et les vacances notamment, c'est le moment où on arrête tout et on se fait du bien. Elle passe alors un pacte implicite avec ses lecteurs. Et je sais qu'à la fin, il faut que ça soit quand même le livre. Quand ils le referment, ils se sentent mieux une fois qu'ils l'ont lu qu'avant. Et enfin, ça les a fait déconnecter vraiment peut-être de leur petit tracas du quotidien ou du travail. L'été, c'est aussi le moment de retrouvailles en famille, thème que l'on retrouve dans toute l'œuvre d'Aurélie. Et sa plus grande fierté, c'est quand, dans une famille, le livre circule de génération en génération pendant les vacances. On sent vraiment que c'est le livre qu'on a lu, qu'on a aimé et qu'on a envie de recommander à quelqu'un. Quel est le meilleur lieu, la meilleure façon de lire son livre en été? Est-ce que vous avez un tuto à nous donner? Alors moi, oui. Chaque été, on part en vacances dans la famille de mon mari. Et alors, il y a tous les cousins, il y a tous les beaux-frères, les belles-sœurs, enfin, on est genre 15. Et donc, ce que j'adore, c'est quand ils disent tous « On va à la plage, qui va à la plage ?» Et tout le monde va à la plage, sauf moi. Et là, je reste dans le jardin, avec les poules qui passent à côté, sous le parasol, avec mon livre. Et pendant 2 heures, je ne bouge pas, je me décale juste en fonction du soleil avec mon chapeau. Et alors là, je suis seule au monde et tellement heureuse et tellement bien. C'est ça, pour moi, vraiment l'été. C'est une question de luminosité, de silence et la nature qui nous entoure. Et puis, de se sentir juste en harmonie avec ce qui est autour de nous. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous, Marie. Donner tous ces conseils d'écriture et de lecture. Bel été à tout le monde. On a hâte de découvrir son prochain roman et n'hésitez pas à vous lancer dans l'écriture aussi. Ça peut être une activité passionnante pour cet été et donc la masterclass d'Aurélie est disponible. Vous n'êtes pas à l'abri de devenir la future star de l'édition. À votre tour. Marie, merci beaucoup. À très bientôt. Comment parler de l'été sans évoquer les chansons de nos vacances qui forgent nos souvenirs pour l'éternité? Et je sais que pour vous, Agathe, c'est ça. Mon amitié qui s'élance entre nous deux, pas une histoire d'amour, vacances. On va donc Tout est un parler jeu. des tubes de l'été avec André Manoukian. Et dans la foulée, ils seront là. Ah, j'adore. Chico et les Gypsies pour un medley de leurs plus grands titres. C'est votre séance de musicothérapie. Viens voir le docteur. Alors, puisqu'on parle, André, de tubes de l'été, dites-nous, parce que c'est vrai que je me suis posé la question, d'où vient le mot tube? Pourquoi tube? Eh bien, tube, c'est Boris Vian qui va prendre ce nom pour le galvauder légèrement. Mais le premier disque, c'était un tube, c'était un rouleau de cuivre qu'on faisait tourner comme ça, à la main ou d'une manière mécanique sur lequel on a gravé. Ensuite, ça a été des disques. Et puis, au temps de Boris Vian, quand une chanson était un petit peu facile et qu'elle marchait, déjà, Boris Vian, c'est un directeur artistique dans les années 50, c'est aussi un grand trompettiste de jazz. Donc, les chansons un petit peu faciles, comme il y en avait beaucoup à son époque aussi, il les appelait des saucissons. Et puis, de saucissons, on est passé à tube, qui nous rappelle finalement un contenu qui diffuse de la musique, mais qui est légèrement creux. Donc, voilà. Alors, les tubes de l'été, on va dire que ça naît dans les années 60. Et puis, c'est pas forcément des chansons qui sont nazes, d'ailleurs, puisque si je vous joue celle-là... Elle est d'un certain Christophe. Mais oui, on a tous envie de la chanter. Alors celle-ci, elle a quelque chose de particulier. Elle a un rythme, on appelle ça le rythme 6-8. C'est un rythme qui est terriblement sexy. Parce que c'est à la fois lent, mais en même temps, il y a une pulsion. Vous voyez ces accords? On appelle ça des notes fantômes pratiquement, avec une pulsion. Donc vous avez à la fois quelque chose de lent, André, calmez-vous. vous avez un rythme qui est lent, mais en même temps, vous avez une pulse avec une montée. Oula. Avec une montée. La fameuse Avec crête. une montée. Les montagnes. Et j'ai crié, Crié,
Ali pour qu'il revienne. Ça, c'est le slow typique des années 60. Après, le tube tel qu'on va le connaître d'une manière, on va dire un petit peu moderne, c'est quand même une invention marketing qui va dater de 1989. On va inventer une danse, on va vendre en même temps du soleil, des jolis maillots de bain et tout. Vous avez deviné, on est en 1989, ça vient d'Amérique du Sud et c'est... La lambada. La lambada. Jura Rusifoi. Exactement, c'est parti. Dans la même... Garantida sera pecora. Parce que forcément, on comprend rien. La Rusifoi. Moi, j'ai une tendresse particulière pour ce tube-là, parce qu'on est quand même en 1989, et puis qu'on entend quelque chose de finalement d'assez acoustique. On entend un accordéon, on entend un rythme sud-américain, brésilien, enfin bref, il y a toute une histoire parce qu'il serait né dans plusieurs pays à la fois. Et puis, il y a quelque chose d'ethno assez sympa. Et du coup, c'est ça qu'on va vendre aussi pour les tubes de l'été, des choses qui viennent d'ailleurs. Après, ça va être la marque Carena. À chaque fois, on va vendre une forme d'exotisme, une forme d'invitation au voyage dont on parlait tout à l'heure. Et du coup, ben, ça va être une pratique qui va se répandre jusqu'à ce groupe mythique quand même dont vous avez parlé, qui est au passage le seul groupe, citez-moi, allez, 2 artistes qui ont cartonné aux États-Unis ces 50 dernières années. Ben, vous avez Edith Piaf, Oui. et vous avez les Gypsy Kings. Ah oui. Pourquoi? Parce que le monde américain est hispanisant, on va dire, à 40%, et que tout d'un coup, cette musique-là, les ricains, ils la connaissent pas. Parce que finalement, le flamenco tel qu'il vient d'Arles, alors il y a plusieurs flamencos peut-être, mais tout d'un coup, c'est un rythme nouveau. Et ça, c'est essentiel pour qu'une musique fonctionne, il faut qu'elle soit portée par un rythme. Merci André. Alors puisqu'on parle de tubes de l'été, on va recevoir ceux dont on vient de parler et qui accompagnent nos vacances en musique donc depuis des années. Chico et les Gypsy, quoi, qui mettent tout le monde d'accord, vous venez de le dire. Ah, ça fait du bien d'entendre ça. Bonjour Chico, bonjour les Gypsies, merci d'être avec nous. Alors ça vous fait quoi de savoir que des millions de Français se sont embrassés, ont fait la fête sur vos chansons? Écoutez, nous sommes très heureux, c'est vraiment un plaisir. Et puis, quelle consécration! Consécration mondiale. Et c'est vrai que c'est une belle aventure qui a démarré en Camargue, mais qui nous a menés à faire le tour de la planète et à rendre les gens heureux. Quel beau destin! Ouais, ça. Alors, il y a un petit coup de pouce d'une certaine Brigitte, qu'on a évoqué tout à l'heure, Bardot, bien sûr. Qui... Ah, oui, elle a été vraiment notre marraine. Et puis, c'est vraiment quelqu'un qui a compté pour nous. Il y a eu un avant et un après Brigitte Bardot, parce qu'à Saint-Tropez, on a d'abord été, on s'est retrouvés là-bas parce qu'on pensait rencontrer des stars. Et puis un jour, on a eu la chance de jouer pour l'anniversaire de Brigitte Bardot. Et de ce jour-là, il y a une amitié qui est née jusqu'à aujourd'hui. Et dans les années 80, quand on n'était pas encore reconnus, au début 80, elle venait dans les soirées privées, danser avec nous. Et les gens qui nous regardaient dans les soirées disaient c'est incroyable, la danseuse, elle ressemble à Brigitte Bardot. Bon, je vais vous dire, moi, quand vous êtes là, j'ai qu'une envie, c'est de vous écouter. Je suis désolée. Vous écoutez parler, c'est bien, mais franchement, j'ai envie de vous écouter jouer et chanter. Place au show, donc avec un medley de vos plus grands succès. On vous laisse la scène. Merci. Merci. Ese amor llega así de esta manera, no tengo la culpa. Amor de complementar, amor de mi pasado. Ven, 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 ven. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Yo vi, yo va, cada día no te quiero más. Yo vi, yo va, cada día no te quiero más. Yo vi, yo va, cada día no te quiero más. Yo vi, yo va, cada día no te quiero más. Yo vi, yo va, cada día no te quiero más. Yo vi, yo va, cada día no te quiero más. Volaré, oh, cantaré,
universo, el metraje del mundo tan lejos de paso de mí. Una música dulce tocaba solo para mí. Volaré, oh, cantaré, oh, nei blu, i pingoli blu, felice di stare lassù. Volaré, oh, cantare, oh, nei blu, i pingoli blu, felice di stare lassù. Nei blu, i pingoli blu, felice di stare lassù. Bravo. Ah, ça fait du bien. Merci beaucoup, merci André. Ah, ça fait du bien. Et franchement, ça fait du bien. Merci Oh là là. André, merci à Chico et les Gypsies. Votre tournée internationale et votre nouvel album arrivent bientôt et on a hâte. Et merci également à vous, Philippe Gabillier, d'être venu ce matin. Voilà, mais je sais pas, franchement, on fait une émission bien-être. Si là, on n'est pas dans le bien-être pur et dur, je sais pas, entre Philippe Gabillier, Christophe André, les Gypsy Kings, enfin en tout cas, merci à tous de nous avoir suivis ce matin. Si vous voulez continuer à vous faire du bien cette semaine, c'est simple. Ali, dans votre émission sur France Inter, Grand Bien vous fasse, c'est tous les jours à 10h10. Et vous, Agathe, on aura le plaisir de vous retrouver évidemment dans la Maison des Maternelles. C'est tous les jours à 9h30 sur France 2. Et puis nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, évidemment, même heure, même jour, même chaîne, même personnes qui vous font du bien. Et puis ce week-end, vous faites que ça, vous profitez des beaux jours et vous vous faites du bien. Bravo.